Bonsoir, c'est l'heure de politique en partenariat avec Slate.fr. Bonsoir Jean-Marie Colombani, nous sommes ensemble comme chaque jeudi. Alors la politique ne serait-elle faite que de reniements, de postures, de circonstances, aussitôt contredites au nom du rassemblement et de la synthèse pour gagner sur une base plus large et consensuelle? À droite, François Fillon s'amende sur sa réforme de la sécurité sociale et amorce un demi-tour flou. Manuel Valls, ancien Premier ministre clivant, jugé autoritaire, se mue soudain en homme de synthèse et fait sa révolution idéologique en proposant de supprimer le 49.3 qu'il a utilisé au moins 6 fois. Bref, faut-il se renier pour durer? C'est au tour, en tout cas du PS, de jouer à la primaire, à l'heure où la gauche est en miettes, sans réel candidat qui s'impose. Un président sortant qui n'est pas candidat et 2 trublions hors système, Jean-Luc Mélenchon, l'insoumis théâtral et jupitérien, et Emmanuel Macron, l'homme qui marche sur l'eau et prend toute la lumière pour l'instant. Alors on en parle avec nos invités sur ce plateau. Je salue Michel Cotta, bonsoir. Bonsoir. Éditorialiste au Point et à Europe 1. Gérard Leclerc, éditorialiste à Radio Classique. Bonsoir Gérard. Et Jérémy Collado, journaliste à Nice Matin et à Slate.fr. Vous êtes écrivain aussi et auteur de Je fais attention à tout, l'histoire du jeune et rusé François Hollande aux éditions La Tango. Alors on commence bien sûr avec cette étonnante déclaration de Manuel Valls ce matin sur France Inter. On l'écoute. Je connais parfaitement les effets pervers du 49.3. Je suis très lucide et puis j'ai appris. Et puis on prend du recul. Dans la société de la participation dans laquelle nous vivons, son utilisation est devenue dépassée et elle apparaît comme brutale. Donc, je proposerais que, hors texte budgétaire, parce que la nation a besoin d'un budget, je proposerais de supprimer purement et simplement le 49.3. Voilà Jean-Marie Colombani, donc à la poubelle le réformisme de Valls. Curieux, non? C'est Valls qui devient frondeur en fait. On n'y comprend plus rien. On se pince quand même. Oui. On se pince, on se dit, l'ai-je bien entendu? Ai-je bien compris de quoi il s'agit? Parce que quand même, c'est à la fois, d'abord sur le plan institutionnel, c'est un peu désarmer le gouvernement malgré tout. C'est désarmer le gouvernement et c'est au fond rendre les armes devant la pression médiatique, c'est de mettre le 49.3 au frigidaire. Mais oublions cela. Prenons Manuel Valls. Oui, tout le monde le critique ce 49.3. Mais je pense que c'est oui, d'accord. Oui. Mais il faut en même temps, ou alors on cesse de gouverner. Mais peu importe. Regardons Manuel Valls. Ce que ça signifie, c'est que Manuel Valls aujourd'hui me semble être à côté de la plaque. Parce qu'il a 2 caractéristiques qui auraient dû être l'assise de sa démarche et de sa campagne. L'autorité, la modernité. Et au lieu de quoi, on a quelqu'un qui se positionne tout autrement. L'autorité, il abandonne le 49.3, et la modernité, il l'a laissé filer chez Emmanuel Macron. Et il se replie en direction d'une gauche, j'allais dire, classique, traditionnelle. Et c'est là qu'on se dit, ça sert à quoi que Valls soit candidat s'il ne s'assume pas lui-même tel qu'il est et tel qu'il a porté des choses jusqu'à présent dans la vie publique. Ça renvoie aussi à un autre sujet qui est, quel est l'électorat des primaires? On avait cette question sur les primaires de la droite qui votent, et on a vu qu'aux primaires de la droite, on avait un corps électoral où étaient surreprésentées les personnes plus âgées que la moyenne, plus riches que la moyenne, plus instruites que la moyenne. À quelle population s'adressent les primaires de la gauche? S'il y a cette même distorsion dans le corps électoral, il est à craindre que Manuel Valls ne fasse fausse route. Voilà les questions qu'on peut poser à ce stade. Alors on va continuer. Michel, vous n'allez sans doute pas contredire ce que vient de dire Jean-Marie. C'est une forme de repentir. Comment comprendre la ligne de zigzag de Valls? D'abord, le 49.3 est indispensable dans la Constitution telle qu'elle fonctionne. Voilà, elle est dans la Constitution. Mais à chaque fois qu'on l'utilise, tout le monde critique. D'accord, tout le monde. Qui tout le monde? Qui tout le monde, évidemment. Les frondeurs. Michel Requin n'a gouverné que comme ça. Il n'y a pas de gouvernement, il n'y a pas d'ailleurs de gauche de gouvernement possible sans 49.3, ni de droite de gouvernement possible. Bon, bref, d'abord ça c'est le premier point quand même. Alors, et deuxièmement, moi je suis très sensible à l'argument, pour Valls c'est l'autorité. C'est l'autorité. Et à gauche, il n'y a pas tellement de gens, justement, qui incarnent cette autorité. Hollande ne l'incarne pas. Donc la grande chance de Manuel Valls était de faire du Valls, comme avait dit Hollande quand il l'a nommé Premier ministre. Et Valls ne peut pas faire le contraire. D'ailleurs, il n'est pas bon dans cet exercice. Il est bon dans les... Donc il se renie. On le sent.
se renier, bon, on comprend que... Il renie ce qu'il est, c'est ça que je veux dire. On comprend ce qu'il... Non, mais il a aussi envie de gagner les primaires, on comprend. Mais le chemin qu'il a pris pour gagner les primaires n'est certainement pas le bon. Donc il peut, oui, Gérard, il peut gagner sur cette ligne-là, Valls? En tout cas, on voit bien la manœuvre. Il a deux handicaps, Manuel Valls. Le premier, c'est qu'il est quelque part redevable du bilan et du quinquennat de François Hollande, puisqu'il en a été le Premier ministre. Et donc, comme il y a beaucoup de critiques qui sont faites, notamment au sein du Parti socialiste, eh bien, il est en train de bouger un peu, effectivement, sur ces lignes. La deuxième chose, c'est que Manuel Valls, il incarne la droite du Parti socialiste. Or, autrefois, on disait que le Parti socialiste se gagnait toujours par la gauche. C'est plus tout à fait vrai, mais en tout cas, il se gagne soit par la gauche, soit par le centre. François Hollande l'a gagné en étant sur cette espèce d'opposition centrale. Donc, il se recentre. Mais en prenant, il a pris notamment donc deux thématiques, celle du 49.3, tout a été dit, je suis tout à fait d'accord, c'est une aberration, je trouve même. C'est-à-dire que la gauche a déjà du mal à gouverner parce qu'elle est naturellement morcelée. S'il n'y a plus de 49.3, je ne vois pas comment ce sera possible. Et puis, il a fait également une deuxième erreur ce matin, c'est sur la défiscalisation des heures supplémentaires. On ne peut pas, pendant des années, avoir dit que c'était une erreur de Nicolas Sarkozy, que ça jouait contre l'emploi, etc. Et puis maintenant, d'un seul coup, revenir là-dessus. Je trouve que c'est une contradiction complète. Oui. Mais là aussi, il le fait toujours pareil, parce que pour essayer, en estimant que c'est une mesure qui va plaire aux classes populaires, une mesure sur les revenus, etc. Mais je pense que c'est également une erreur. Alors, ce que fait Manuel Valls, on a le sentiment depuis quelque temps, c'est une forme de triangulation au sein même de son parti, puisqu'il va faire la politique de ses compétiteurs. Le premier meeting qu'il a fait, au lendemain de sa déclaration de sa démission, il est allé plaider le Made in France. Là, il prend la proposition d'Hamon sur la suppression du 49.3. Donc, voilà, à quoi joue-t-il, là encore? Moi, je suis tout à fait d'accord avec ce que dit Jean-Marie Colombani. On se demande quel est l'électorat de cette primaire. On voit Benoît Hamon qui est en train de parler, par exemple, de revenu universel, qui est en train de parler d'économie numérique, et qui s'adresse visiblement à un électorat bobo, urbain, plutôt jeune, plutôt diplômé. Est-ce que ça fait des millions d'électeurs? J'en suis pas certain. Ensuite, Manuel Valls, je trouve très décevant, mais en même temps c'est logique, puisqu'il arrive dans ce statut, avec un statut de favori dans la primaire. Jusqu'ici, on avait un duel Montebourg-Hollande, et Valls va concentrer toutes les critiques, et on le voit même nous-mêmes, les éditorialistes, les journalistes, on s'engouffre dans cette brèche où on va tout de suite tous critiquer Manuel Valls, parce qu'il apparaît comme un des favoris, malgré toute cette primaire. Simplement, Valls, c'est très décevant, parce que tout ce qui faisait la spécificité de Valls, c'est-à-dire réunir les progressistes des deux camps, c'est-à-dire faire disparaître le mot socialiste. Je veux dire, qu'est-ce que veut dire le Parti socialiste aujourd'hui? Qu'est-ce que le Parti socialiste a de socialiste encore aujourd'hui? Donc Manuel Valls avait raison avant tout le monde, ça faisait 5% à la primaire autrefois. Est-ce que ça continuera à faire 5%? C'est aussi ça la question. Ouais, Michel. Et puis surtout, il s'est fait déposséder d'un certain nombre de ses attributs royaux, c'est-à-dire modernes. Oui, il l'était, plus qu'il l'est sans doute maintenant, mais Emmanuel Macron joue la modernité, on va voir jusqu'à quand d'ailleurs, mais enfin, il joue la modernité. Et l'union des progressistes, et le remplacement du Parti socialiste par un parti progressiste, c'est maintenant Macron qui vraiment l'incarne. Donc il est vraiment coincé, je trouve, entre le clan Montebourg-Hamon. Je ne fais pas tellement de différence entre eux, on verra lesquels arrivent en tête, peu importe, mais entre le clan Hamon, Montebourg et Macron, il est évident que Valls a du mal à trouver sa place. Parce que si Hamon... Il y a un argument en faveur de Manuel Valls, c'est en effet le fait qu'il est au fond le candidat légitime. Bon, c'est pourquoi il doit faire attention avec le bilan. Est-ce que c'est un argument en sa faveur? Ah si, il ne doit pas se dissocier du bilan. Là où il s'est mis en risque lui-même, c'est qu'il a perdu l'argument de la loyauté. La loyauté, il l'a détruite lui-même pendant les quelques jours qui ont précédé l'annonce de François Hollande, alors que jusqu'à présent, il en avait le monopole, et c'est ce qu'il distinguait précisément d'Emmanuel Macron. Et la vie politique est ainsi faite que c'est la dernière trahison en date qui est plus importante que la précédente. Oui, donc le vrai assassin, c'est Valls. Son comportement actuel, à mon avis, conforte Emmanuel Macron dans sa démarche. Pourtant, alors, vous n'avez pas toujours dit ça, Jean-Marie. D'ailleurs, si j'ai une autocritique à faire, mais Bruno n'est pas là. Bruno Roger-Petit était un
j'en ai témoin, était un chaud partisan, disons qu'il était éloquent. Lorsqu'il nous décrivait la démarche d'Emmanuel Macron, j'étais beaucoup plus réservé. Et je dois dire que le retrait de François Hollande a réouvert un espace à Emmanuel Macron et que pour l'instant, Emmanuel Macron l'occupe du mieux qu'il peut, en tout cas de façon, me semble-t-il, assez efficace. Et par ailleurs, il y a un autre argument qui vient de tomber, qui vient de s'effondrer sous nos yeux. Depuis le début presque du quinquennat, en tout cas plus on approchait de la fin, plus c'était explicite, les frondeurs, les gens qui font les candidats à la primaire d'aujourd'hui. Manuel Valls lui-même nous expliquait qu'au fond, François Hollande était l'obstacle à ce que la gauche puisse figurer au second tour de la présidentielle. Terminé. François Hollande s'est retiré. De quoi sont-ils capables ? Eh bien, de scores, la plupart du temps, inférieurs à ceux que pouvait ambitionner François Hollande. Donc, ils sont devant leur propre vérité et devant la vérité d'une famille socialiste qui est éclatée, qui est divisée et qui risque en effet de laisser passer Emmanuel Macron devant le candidat qui sortira des primaires. À moins que les primaires ne soient réussies, à moins que ce ne soit un raz-de-marée comme ça l'a été pour la primaire de la droite, qu'il y ait 4 millions de votants et que ça donne un élan très fort à celui qui en sortira vainqueur. C'est encore une hypothèse possible. Mais pour le moment, c'est un petit peu, j'allais dire, hypothétique tout cela. Alors, on continue le débat. À un tour d'horizon de l'actualité, on se retrouve dans quelques instants et on continue le débat. À tout de suite. Le Paris des Arts, présenté par Valérie Fayolle. Cette semaine, le Paris des Arts pose ses caméras à Marseille et nous allons à la rencontre de celle qui règne sur le Théâtre National de la Criée, Masha Makeyev. On ira avec elle découvrir l'exposition Caféine au Mucem et puis à la fin de l'émission, une rencontre avec une jeune designer qui vient de remporter le Grand Prix de la Design Parade et qui est actuellement en résidence au CIRVA. Le Paris des Arts, à voir sur France 24 et sur France24.com.